naturel, il va passer 18 heures par jour environ à se nourrir au pas, en marchant comme ça, dans les pâturages, dans les prairies. Il va passer 4 heures aussi à se reposer. Tu peux mettre la diapo d'après. Il va passer 4 heures à se reposer. Donc, vous verrez, il y a des mix entre mes chevaux et les chevaux qui ne sont pas les miens. Là, ici à gauche, vous avez une image d'une partie de mon troupeau. Et là, on voit qu'il y a un cheval qui est couché parce que 3 à 4 fois 20 minutes par 24 heures, le cheval, il va devoir se coucher pour entrer en sommeil profond. Donc, le sommeil des rêves. Ici à gauche, on voit un autre cheval. Vous voyez là, un de ses postérieurs qui est un petit peu relevé à l'arrière. Ils peuvent bloquer les antérieurs et ils peuvent entrer en sommeil léger debout. Mais par contre, ça restera du sommeil léger. Et on voit derrière un cheval qui, lui, est en vigilance. Parce que quand un cheval dort, spécialement couché, il est extrêmement vulnérable. Et il y a toujours un cheval qui surveille l'environnement. Les 2 autres heures qui lui restent dans son budget temps, ça va être les déplacements pour aller à un point d'eau, pour changer de prairie. Ça va être le jeu, ça va être la surveillance de l'environnement et ça va être aussi le toilettage et les interactions avec le troupeau, tout ce qui fait le ciment comme ça du troupeau. Tu peux mettre la suivante. Du coup, là, je vais faire un petit aparté. C'est ma petite partie avocate des chevaux. Mais du coup, qu'est-ce que ça dit, ça, pour les besoins des chevaux domestiques qu'on a chez nous? Eh bien, dans l'idéal, il faudrait que leurs conditions de détention, elles se rapprochent le plus possible de ce qui peut vivre dans une vie sauvage. Parce que si physiquement le cheval a beaucoup évolué entre ses ancêtres et puis les chevaux qu'on a maintenant, parce que l'homme est passé par là et a créé des races et a fait évoluer beaucoup le physique des chevaux, par contre, sa physiologie, elle est restée la même. Hein? Je pense qu'on peut passer à la suivante. Et c'est les 3 F en anglais, c'est Food, Freedom and Friends. C'est vraiment la base des besoins des chevaux qui sont détenus chez nous. Tu peux. Donc là, on voit c'est ce qu'on appelle le halo grooming, hein, c'est le toilettage comme ça mutuel. Bon, ça, c'est un cheval qui se roule, mais tu peux passer à la suivante. Donc, donc, la nourriture, on se rappelle que dans une vie naturelle, il passe 18 heures par jour à manger. Du coup, sa physiologie, elle est faite, elle est construite pour ça. Les chevaux qui sont des grands animaux, ils ont un seul estomac, ce n'est pas des ruminants, et il est très petit par rapport à leur taille. Et cet estomac, puisqu'il a été conçu pour absorber de la nourriture 18 heures par jour, eh bien, il n'est pas avec une vésicule biliaire, donc l'acide gastrique des chevaux, il est produit en continu dans leur estomac. Et si on prive un cheval plus de 2-3 heures, je vais dire pour être sympa, 3-4 heures de nourriture, eh bien, cet estomac vide qui continue à produire l'acide gastrique, ben, il s'attaque à lui-même. Donc, c'est des chevaux qui ont des ulcères, qui ont des douleurs, Voilà, ça devient très compliqué pour le cheval. Ensuite, le freedom, donc c'est la possibilité de se déplacer. Le mouvement aussi fait vraiment partie de l'identité du cheval, puisque normalement il mange en se déplaçant. C'est vraiment aussi quelque chose qui est important pour sa digestion et c'est important qu'il puisse s'ajuster comme ça à son environnement. Si quelque chose l'inquiète, qu'il puisse aller voir. Si c'est quelque chose qui l'inquiète trop, qu'il puisse s'en éloigner, qu'il puisse se rapprocher du troupeau s'il en sent le besoin, ou s'il a eu une grande peur, qu'il puisse peut-être partir pour un petit galop pour éliminer le stress. Donc, donner la possibilité de mouvement aux chevaux dans les lieux de détention, c'est vraiment quelque chose de primordial pour eux. Et bien sûr, le Friends, c'est des amis chevaux, c'est un troupeau ou un petit groupe de chevaux avec lequel il peut créer des liens, il peut interagir, donc il peut être vraiment proche, pas séparé par des fils ou des barrières. Moi, mes chevaux à Gérignaud, ils vivent sur des équipistes, donc des corridors sur lesquels ils peuvent circuler en permanence. Ils ont différents points d'alimentation sous filet parce que la difficulté, c'est qu'ils ne deviennent pas trop gros après.
Et ils vivent, ben, j'ai un petit troupeau, là on voit, ils sont les 4 là, un petit troupeau de 4 chevaux. L'idéal, c'est aussi qu'ils aient un abri, surtout par exemple chez nous dans les montagnes. Donc moi, ils ont une écurie et une grange à disposition. Et l'idée de cette détention, c'est qu'ils puissent faire des choix et ajuster les actions à ses perceptions. Puisque c'est comme ça que le cheval, c'est comme ça qu'il a été construit. Lui-même, le groupe, l'environnement, et ensuite on ajuste, on donne les réponses. Donc, le fait de vivre avec la nourriture, du mouvement et des amis, ben, ça permet ça au cheval. Et moi, pour moi, ce qui compte aussi beaucoup, c'est qu'il puisse faire des choix, hein, qu'il puisse choisir. C'est pas tout le temps l'humain qui dit, là, tu vas là, ici, tu fais comme ça. Donc, voilà. Parce que, effectivement, que si... la suivante, je crois que c'est... Oui, ben voilà, ça c'est le groupe. Pour le cheval, le groupe, c'est vraiment l'amitié, hein, c'est la force du troupeau, et puis c'est sa sécurité. Un cheval ne se sent jamais en sécurité quand il est tout seul. Et c'est vrai que si on ne peut pas donner ces conditions de détention, si les conditions de détention des chevaux commencent à trop s'éloigner de son budget temps et de ses besoins physiologiques et mentaux, eh bien, malheureusement, vont apparaître beaucoup de troubles de comportement, de dysfonctionnement, de douleurs. Il y a les chevaux qui vont se mettre à parler toujours plus fort, voire à crier. C'est des chevaux qui vont devenir menaçants, qui vont devenir agressifs, voire dangereux pour eux-mêmes et les humains. Ou alors, on voit aussi des chevaux qui s'éteignent complètement, qui renoncent. Ils ont crié tellement fort, ils n'ont pas été écoutés. Et ils se mettent comme ça dans une sorte de bulle, et c'est ce qu'on appelle la puissance acquise. Et c'est des chevaux, et souvent on les aime bien en centre équestre parce qu'ils disent plus rien. On peut mettre n'importe quel débutant sur le dos de ce cheval, il dit plus rien. Il a renoncé quelque part. Ouais. Et ce que j'ai envie de vous transmettre de ce que moi je comprends du cheval, c'est que le cheval, il nous parle tout le temps. Il parle peu avec la voix, mais il parle tout le temps. Et il commence par parler doucement, mais il va se mettre à parler toujours un peu plus fort, hein, si on n'écoute pas ce qui est dit. Et ce qui est important pour moi, c'est que le cheval, quand il parle toujours pour lui-même. Il ne parle jamais contre nous. Donc, c'est à nous, propriétaires, gérants de lieux de vie des chevaux, d'écouter ce que le cheval nous dit, même si souvent, ce n'est pas très confortable, hein, c'est souvent assez confrontant. Et c'est à nous d'ajuster son mode de vie, la manière dont il est éduqué, dont il est entraîné, pour que la conversation entre les chevaux et nous, elle reste à un murmure, à quelque chose d'harmonieux et de doux. Mais vraiment, le cheval ne parle jamais contre les humains, il parle toujours pour lui. Et là, je crois qu'on peut avancer. Voilà, on est dans l'organisation sociale. Comment sont organisés les chevaux dans une vie naturelle? Eh bien, le cheval, c'est un animal de groupe, de troupeau, hein? Un cheval solitaire dans une vie naturelle, c'est exceptionnellement exceptionnel. Donc, les chevaux vivent en groupe. Tu peux passer encore une fois. Il y a deux sortes de groupes chez les chevaux. Il y a le groupe familial qui est en principe composé d'un étalon, de 3 à 5 juments. Donc, c'est des petits groupes, hein? Des fois, on voit des grands rassemblements de chevaux, mais c'est beaucoup de petits groupes qui se sont mis ensemble. Donc, la plupart du temps, la cellule familiale, c'est un petit groupe, donc un étalon, 3 à 5 juments, et les jeunes qui vont des poulets de l'année jusqu'à 2-3 ans. La jument, la mère, elle va s'occuper du poulain jusqu'à 1 année, et ensuite, ben, elle a le nouveau poulain qui arrive. Donc, c'est l'étalon qui va prendre le relais. L'étalon, il joue aussi un gros rôle dans le troupeau, dans l'éducation, dans le jeu, dans les interactions. L'autre rôle de l'étalon, c'est la protection du troupeau. Et l'étalon aura plutôt une manière de pousser le troupeau par l'arrière, alors que les juments, elles vont plutôt prendre la tête du troupeau pour les changements de pâture, par exemple, comme ça. Les jeunes, ils vont rester jusqu'à l'âge de 2-3 ans. Les pouliches, elles restent un petit peu plus longtemps, autour des 3 ans, 3 ans et demi.
Et les mâles, c'est plutôt autour des 2 ans et demi, 3 ans. À ce moment-là, ils vont quitter leur troupeau et ils vont... les pouliches, en quittant le troupeau, elles vont rejoindre soit un étalon et créer une cellule familiale, ou alors elles vont rejoindre un groupe qui est déjà créé, mais où il y a encore de la place pour une jument. Les étalons, par contre, tu peux mettre la suivante, eux, ils vont créer des groupes d'étalons célibataires dans lesquels ils vont rester en tout cas jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Donc, il y a des jeunes étalons, il y a aussi des étalons plus âgés qui n'ont jamais pu créer leur groupe familial ou qui en ont été chassés. Cette manière de fonctionner évite à 90 et quelques % la consanguination chez les chevaux sauvages. Ils ne se reproduisent en principe pas avec ni leur mère ni leur père. Mais du coup, comment c'est possible si les pouliches restent 2 ans et demi, 3 ans dans le même groupe avec l'étalon qui est leur père en fait? Alors, en principe, l'étalon père ne se reproduit pas avec ses filles dans une vie naturelle. Ouais. Et en principe, elles vont être, si elles partent pas, elles vont être chassées à un moment donné du troupeau parce que c'est le moment que elles aillent mettre au monde des poulains, mais ailleurs. Mais en principe, oui, mais alors, en principe, dans une vie naturelle, c'est à partir de 3 ans qu'elles vont commencer à s'accoupler avec d'autres étalons. Ouais, c'est pas si jeune que ça, du tout, dans une vie de troupeau naturel, ouais. Ouais, Ouais, c'est ça qu'il y a des types de reproduire. ouais. Ben, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais en principe, dans une vie naturelle, l'étalon, il ne se reproduit pas avec ses filles. Ouais, c'est vraiment en eux par rapport à la consanguinité. Ils ne le font pas. Ils ont assez de choix d'autres juments pour ne pas avoir besoin de le faire avec leurs propres enfants. Ouais. Pour les étalons, ben, c'est encore plus radical parce que ça, c'est l'étalon père qui les met dehors quand il trouve que c'est le moment. On peut passer, je crois. Maintenant, dans l'organisation des groupes, la hiérarchie chez les chevaux, elle est très stricte, elle est verticale. Ça veut dire que s'il y a un individu A qui est dominant sur un individu B, qui est lui-même dominant sur un individu C, l'individu A, il est aussi dominant sur l'individu C. Ici, on peut voir à gauche, donc ça a été fait dans des études, ces images. Hein. On voit qu'il y a du granulé qui a été répandu par terre. Et la jument dominante, qui est la jument qui a le collier bleu, ben, elle est vraiment dans une attitude de domination pour chasser la jument droite qui n'a rien à faire là pour le moment. Et vous voyez l'image suivante où dès le moment où l'autre cheval a reculé, eh ben, tout redevient paisible. Hein? Donc la hiérarchie, chaque cheval trouve sa place dans le troupeau et ça va garantir le fait qu'il y ait très peu de bagarres, donc très peu de blessures, parce qu'un animal blessé, ben, il est vite vulnérable. Et puis, ça garantit aussi la paix dans le troupeau et que pour les animaux qui sont le plus bas dans la hiérarchie, ils savent quelle est leur place, ils savent comment se comporter, donc on les laisse tranquilles. Hein? Ils ne sont pas tout le temps embêtés par les autres. Donc, vous voyez, il suffit de lever une encolure, coucher les oreilles, et puis la chose, elle est expliquée. Chacun a compris sa place. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette hiérarchie verticale, elle est en place dans le troupeau, mais elle va s'activer surtout quand les ressources deviennent limitées. Tant que les ressources sont abondantes, cette hiérarchie, elle est extrêmement discrète. Les chevaux, ils ne vont pas s'embêter exprès pour s'embêter. Par contre, au moment où les ressources deviennent plus limitées, alors là, c'est les plus hauts placés dans la hiérarchie qui vont se servir en premier. C'est ce qu'on appelle la loi du troupeau. Tu peux, je pense, passer à la suivante. Là aussi, hein, on voit qu'il y a ceux qui attendent derrière que les plus hauts placés dans la hiérarchie s'abreuvent en premier. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Mais cette loi du troupeau, elle va assurer aussi la survie de ceux qui vont être le plus à même de prendre soin du troupeau. Hein. Donc, que ceux qui sont les plus forts, les plus expérimentés, ben, puissent, eux, avoir quand même quelques ressources pour pouvoir continuer à prendre soin du troupeau. Et elle donne de la sécurité dans le troupeau, parce que chacun connaît sa place et sait comment se comporter.
Les chevaux aussi, ils n'ont pas de territoire. C'est un animal qui n'est pas territorial. Les chevaux, ils peuvent défendre une ressource, mais ils ne défendent pas de territoire. Ils vivent sur un espace vital. Et quand dans cet espace vital, les ressources viennent à manquer, ils changent d'espace vital. Ils peuvent être plusieurs groupes sur les mêmes espaces vitaux. À ce moment-là, il y a une hiérarchie qui s'établit entre les groupes. Mais ils partagent tout à fait des espaces vitaux. Par contre, une hiérarchie s'établit et ils ne vont jamais défendre un territoire. Donc ça, c'est aussi important pour ce leadership non prédateur, c'est que c'est des proies qui n'ont pas de territoire, les chevaux. Ensuite, je crois qu'on peut passer. La communication. La communication chez le cheval, elle a 4 canaux comme ça. Le premier canal qu'utilisent les chevaux, c'est la posture, c'est le corps. Ici, vous voyez un étalon qui est dans une attitude de ce qu'on appelle la conduite. C'est cette attitude que l'étalon va prendre pour rassembler ses juments sur troupeau, par exemple pour les éloigner d'autres étalons, ou alors pour les faire avancer s'il y a des prédateurs qui pointent le bout de leur nez. Donc ça, c'est typiquement une attitude d'étalon, donc typiquement une attitude dominante, hein. Et on perçoit tout ça, l'énergie, la tête baissée. Donc, le corps, c'est le premier canal par lequel les chevaux vont communiquer entre eux. C'est aussi un canal qui se voit de très loin. Quand le troupeau broute, pèse tranquillement, si un cheval lève la tête parce qu'il a vu quelque chose, ben, immédiatement tous les autres, ils sont alertés, hein. Donc, c'est quelque chose qui se voit de très loin, c'est leur premier canal. Le deuxième canal, c'est les émotions, c'est cette contagion émotionnelle. Donc, les chevaux sont vraiment au courant des émotions que vivent les autres membres du troupeau. Ensuite, il y a l'énergie. Est-ce qu'on est dans une énergie tranquille, détendue, ou est-ce qu'il y a une énergie qui se rassemble, qui monte, qui pourrait indiquer un danger ou quelque chose est en train de se passer? Et le dernier canal, ça va être la voix. Donc, le son le plus connu, c'est le hennissement. C'est toujours un son de stress, voire de détresse. En principe, le hennissement, il est pour les autres chevaux. C'est quand un cheval perd de vue son troupeau ou que le troupeau perd de vue un cheval. C'est vraiment un appel entre chevaux. Après, il y a d'autres sons qui sont utilisés par les chevaux quand ils sont plus près les uns des autres, mais ce n'est pas un canal qui est beaucoup utilisé par les chevaux. OK, je crois qu'on peut... Voilà, donc là, on voit tout à fait à gauche, hein, dans la posture, il y a certainement un cheval qui a aperçu quelque chose, donc tout le monde se met dans un mode vigilance sentinelle, hein, avec une énergie qui augmente. Et ici, on voit 2 étalons qui en tout cas, qui essayent de s'impressionner, est-ce qu'ils vont vraiment combattre, on ne sait pas. Donc, on voit, et dans la posture, c'est arrondir l'encolure, hein, c'est se faire grand, c'est se faire impressionnant. Et aussi dans l'énergie, hein, on voit par rapport aux autres qui broutent tranquillement, donc ils laissent les gaillards faire leurs petits trucs, mais on voit vraiment la différence d'énergie, hein, qu'il y a entre les différents membres de ce groupe. Est-ce que... Oui, je pense qu'on peut passer. Donc, on en arrive un petit peu, hein, là, je vous ai un petit peu expliqué comment moi, je comprends, est-ce que je sais des chevaux, ce que je sais de leur détention, ce que je sais de leur organisation. Et là, on en arrive un petit peu à ce qui va nous amener à ce leadership non prédateur. Moi, je me suis beaucoup basée, j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup suivi une femme américaine qui s'appelle Linda Koranoff, qui est une femme de chevaux exceptionnelle et qui est vraiment une des initiatrices de ce leadership non prédateur et de cette découverte du leadership aux côtés des chevaux. Elle, dans ses observations de troupeaux sauvages, de ses propres troupeaux, elle a vu qu'il y avait 5 rôles qui étaient joués dans un troupeau de cheval. Ces 5 rôles, ils ne sont pas attribués à un cheval. Tous les membres du groupe jouent ces 5 rôles dans différents moments de la journée, de la vie des chevaux. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est attribué à un cheval, hein. Donc, il y a le rôle de dominant, de leader, de compagnon nourrissant, sentinelle et prédateur. C'est les 5 rôles qui ont été mis en évidence.
On peut avancer la première. Le rôle de dominant. Donc ça, c'est la posture typique d'un cheval qui veut faire bouger un autre cheval. Hein. Le dominant, il veut faire bouger, il veut mettre en mouvement. Hein. Il veut faire respecter ses besoins aussi, le dominant. Mais par contre, le dominant, il va aussi stopper les bagarres, par exemple. Il va faire bouger les chevaux qui se battent pour dire, hé, maintenant, on stoppe les bagarres, personne ne se fait du mal. Donc ça, c'est un des premiers rôles qui est joué au sein d'un troupeau, c'est le rôle de dominant. Ensuite, tu peux mettre la suivante. Il y a le rôle ensuite de leader. Le leader, c'est un curieux. C'est un qui cherche, qui va voir s'il y a des arbustes, s'il y a, tiens, là, j'ai découvert un petit coin d'herbe. Et puis, il va inspirer les autres par son côté curieux, par son côté intéressé. Il sait des choses. Et du coup, mais alors lui, il va amener le troupeau à le suivre. Hein, le leader, il est en tête et il y a le troupeau qui le suit. Ou pas. Il y en a qui tentent d'être leader sur un coup, puis ça ne marche pas toujours. Donc ça, c'est le rôle de leader. Le rôle de compagnon nourrissant, eh ben, c'est celui qui va prendre soin du troupeau. Hein, il prend soin, il va voir si chacun se sent bien, il va apaiser les conflits, il va apaiser un cheval qui aura eu du stress. Il interagit beaucoup, par exemple, le halo grooming, c'est vraiment quelque chose qui apaise les chevaux et puis qui cimente comme ça. Je dirais que le compagnon nourrissant, c'est vraiment celui qui va faire ce ciment de l'oxytocine comme ça au sein du troupeau. Ensuite, on peut avancer. Ça, c'est la sentinelle, donc c'est la vigilance, hein. C'est prévoir le danger, surveiller l'environnement, mais c'est aussi également se rendre compte que les ressources viennent à manquer, qu'il faudrait peut-être se déplacer ailleurs. Donc, il ne surveille pas seulement au niveau des prédateurs, mais aussi des ressources. Donc, le rôle de sentinelle. Et le dernier rôle, c'est le rôle de prédateur. Donc là, on voit un étalon qui est vraiment en train de dire à un autre étalon de partir. On voit vraiment les dents des talons qui sont dehors. Dans un troupeau de cheval, le prédateur, c'est une tâche sacrée. C'est quelque chose qui se fait avec grande parcimonie et uniquement toujours pour le bien du groupe. On a eu, par exemple, documenté le cas d'un petit poulain qui était né estropié. Il pouvait quand même se tenir debout, mais il se déplaçait très mal. Et l'étalon l'a laissé avec sa mère et les juments tant que la situation a été tranquille pour le troupeau, mais au moment où des prédateurs sont arrivés, ben, il a vraiment mis à mort le petit parce qu'il se rendait compte qu'en fait, les juments ne pouvaient pas le laisser. Donc voilà, mais ça, c'est quelque chose qui se fait dans des cas extrêmement particuliers. Hein. Pour ça qu'on dit que c'est une tâche sacrée dans un troupeau, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, parce que lui, il faut qu'il sauve son troupeau, mais ça se fait vraiment dans des conditions assez extrêmes. Donc, comme on l'a vu, tous les chevaux peuvent jouer ce rôle-là. Hein. Ils prennent tous ce rôle ces différents rôles à différents moments. Mais dans son observation, Linda Kohanov, elle a aussi vu qu'il y avait des chevaux qui étaient beaucoup plus régulièrement suivis. Des chevaux dont les autres membres du troupeau aimaient être près d'eux. Jamais trop collés, mais dans leur environnement. Et elle s'est rendue compte que ces chevaux-là, en fait, ils équilibraient ces différents rôles. Ils n'investissaient pas trop à des rôles et puis on laissait tomber un, mais ils savaient jouer ces 5 rôles de manière équilibrée. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas où on en est après. Voilà. Et du coup, elle s'est mise aussi à observer et à se documenter sur les grands peuples nomades pastoraux. Donc, elle a beaucoup travaillé avec les peuples africains, notamment les Fulanis, parce que c'est des peuples qui ont des très vastes espaces avec des très grands troupeaux et qui ont souvent des cornes impressionnantes. C'est la même chose qui va se passer en Asie avec les rennes ou dans le nord avec les rennes. Donc, elle s'est dit, mais comment donc, on peut mettre peut-être la diapo suivante. Comment des simples petits humains comme ça, avec un petit bout de bois dans la main, ils arrivent à mener ces troupeaux, ils arrivent à être écoutés par ces troupeaux. Moi, j'aime beaucoup cette image parce que vous voyez, ils traversent une rivière et vous voyez l'espace que le troupeau laisse à l'humain.
C'est pas quelque chose qui est... Il n'a même pas besoin de regarder l'humain. Autour de lui, il y a un espace de sécurité, hein, que le troupeau lui donne parce qu'ils ont développé ce leadership non prédateur avec leur troupeau. Parce qu'ils jouent ces 5 rôles. Ils sont dominants, c'est pour leur propre sécurité, celle de leurs enfants. Ils sont aussi dominants pour la sécurité du troupeau. Ils sont leaders, ils connaissent extrêmement bien l'environnement, donc ils savent où mener les chevaux pour boire, pour manger, se déplacer dans un autre lieu, nourriture quand ça vient à manquer. Ils sont compagnons puisqu'ils prennent soin du troupeau, ils prennent soin des plus faibles, des petits. Ils sont sentinelles parce qu'ils connaissent les dangers, ils voient les ressources qui diminuent. Et parfois, ils sont prédateurs, mais là aussi avec une grande parcimonie. C'est par exemple quand ils voient on peut voir ça par exemple dans les peuples en Mongolie, s'ils voient qu'il y a certains membres qui sont déjà très affaiblis avant l'hiver, ben, ils vont les prélever du troupeau pour laisser plus de chance au troupeau de pouvoir passer l'hiver avec les ressources à disposition. Et c'est aussi un rôle qui est joué avec une grande parcimonie dans ces humains qui vivent au milieu de ces grands troupeaux. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ce leadership non prédateur, ce n'est pas la hiérarchie. La hiérarchie, c'est une chose, et le leadership, c'est une autre chose. On peut être tout en bas dans la hiérarchie, et puis être leader, écouté et suivi. Donc, c'est vraiment 2 choses différentes, hein? Je ne sais pas si on peut... Voilà. Maintenant, faire le lien, nous, avec notre propre leadership, nous, les humains. Ici, il y a 2 photos. Il y en a une où c'est moi avec une des juments, et puis là, c'est des clients avec des hongres. Et là, donc, on demande un déplacement aux chevaux en n'ayant aucun outil à disposition. Et vous voyez que quand on se met dans ce leadership comme ça, non prédateur, il y a une harmonisation. Vous voyez que dans les mouvements, on est pareil, on est synchronisé. Et ce leadership non prédateur, il amène de l'harmonie, il amène de la synchronisation au sein du groupe. Donc, pour nous, qu'est-ce que ça dit? Je crois qu'on peut aller au suivant. Ben, nous, c'est la même chose pour nous, les humains. On joue aussi ces 5 rôles au sein d'un groupe, au sein d'une famille, au sein d'une entreprise. Il y a ces 5 rôles qui existent. Le dominant, il va poser le cadre, il va donner le rythme, il fait respecter ses besoins. Il va aussi faire bouger, hein, bouger le groupe sur un projet ou dans la famille. Le leader, lui, ben, de nouveau, c'est souvent c'est un rôle de quelqu'un qui est très curieux et qui va inspirer et motiver par son exemple. La sentinelle, elle est attentive aux dangers, l'environnement. C'est aussi celle qui fait les budgets, qui va dire attention, là, il faut faire un peu attention. Le compagnon nourrisseur, ben, il prend soin des membres du groupe, il assure la cohésion. Puis le prédateur, mais il met fin aux relations qui peuvent mettre en danger lui-même et le groupe. Un leadership, pour qu'il soit non prédateur, il faut toujours qu'il soit pour la personne et pour le groupe. Hein, si on n'est que pour nous, on entre dans un leadership prédateur. Et ce qui est intéressant, c'est que si on investit trop à des rôles ou qu'on refuse d'investir à un autre des rôles, ben notre leadership diminue. Parce qu'en fait, quand on sait équilibrer ces 5 rôles, ben en fait, on est crédible aux yeux du groupe. On donne la sécurité dans le groupe. Parce que déjà, on est prévisible. Et puis parce que le groupe, il sait que quelle que soit la situation, il peut compter sur le fait qu'on va jouer le rôle adéquat au bon moment. Par contre, si on investit trop dans des rôles, si par exemple, on aime bien être compagnon, on aime bien être des bons copains, c'est le copain avec qui on aime bien aller à la pause et tout ça, mais qu'à un moment donné, il y a une difficulté, il y a des décisions à prendre dans l'entreprise où il y a un conflit, puis que lui, c'est le moment où il choisit pour partir aux toilettes, ben, il va perdre de crédibilité. Il ne veut pas prendre le rôle dominant, il délègue ça à d'autres, mais pour son propre leadership, eh ben, il perd vraiment de la crédibilité. Donc, c'est vraiment cette idée d'équilibrer ces 5 rôles. On a tous en nous un rôle ou l'autre qui est plus développé.
par qui on est, par notre éducation, par le cadre de vie dans lequel on a vécu ou on vit, par nos croyances. Donc, on a tous un ou l'autre des rôles qui est plus développé en nous. Mais c'est vraiment notre travail. Alors ça, on peut le faire aux côtés des chevaux, ce sont des grands maîtres là-dedans. On peut le faire par d'autres chemins. Mais c'est vraiment notre travail de découvrir pourquoi on a de la difficulté à investir à des rôles, pourquoi on a surinvesti à un ou l'autre des rôles, et d'arriver comme ça à un équilibre entre ces différents rôles. Je pense qu'on peut faire ensuite. Alors ça, c'est vraiment le leadership, ce leadership non prédateur. Donc, on se rappelle que c'est au sein d'espèces qui ont mis en place une hiérarchie. Et dans ces espèces-là, ou des groupes humains aussi qui travaillent avec ces espèces-là, eh bien, il y a une hiérarchie qui est en place. Et là, dans ce mode de fonctionnement-là, il y a ce leadership prédateur, non prédateur qui peut se développer par l'équilibrage des synchrones. Ensuite, comment on va manifester ça? Comment on va mettre en place ce leadership? Parce que ça, c'est le leadership, OK, mais comment on peut faire passer le message aux autres? On peut le faire d'une manière passive. La manière passive, ça serait, donc, le leader qui choisit le chemin passif, eh bien, donc, souvent, on sert de l'un ou de l'autre, hein, on n'est pas que dans un. Il ne pose pas de demande, il n'a pas de demande par rapport aux autres membres du groupe. Mais par exemple, ce serait le parent qui est en train de discuter, et puis les enfants, maman, maman, ou papa, ou tata, ou c'est égal. Si à ce moment-là, on donne de l'attention, ben, on va donner la réponse que ben, c'est le comportement à avoir, puisque tu as une réponse positive à ton comportement. Par contre, si on ignore et qu'on attend que ça s'arrête, et qu'à ce moment-là, on donne de l'attention, sans avoir fait aucune demande, on a donné une information. Hein? Donc, quand on agit en leadership passif, on a, nous, un projet, on a un but, on a nos idées, mais on ne pose pas de demande. Simplement, on va ajuster nos réponses pour dire, ben voilà, ça, c'est le chemin à suivre. Le leader assertif, lui, il pose une demande. Par contre, il est d'accord d'entendre un non. Ça peut être, on dit à une collègue, ah, il faudrait juste que tu tapes encore pour que ce courrier parte avant midi. Puis elle dit, ah ben non, parce que regarde, moi, je suis sur un gros projet. Donc, le leader assertif, il va dire, OK, bon, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire ça à ta place pour que tu aies la disponibilité? Il va aussi prendre en compte l'environnement. Bon, qu'est-ce qui est le plus urgent des deux? Est-ce que c'est ton projet ou est-ce que c'est ce courrier? Donc, il va rester avec sa demande, mais il va l'ajuster par rapport aux réponses qui sont données par l'autre. Hein, ça, c'est le leader assertif. Le leader dominant, lui, quand il pose une question, il veut un oui. Il veut le oui. Donc, ça veut dire, c'est allez, on a encore 2 heures pour finir ce truc. Maintenant, tout le monde se met en route. Ou à la maison, allez les enfants, avant de partir en vacances, c'est dans 3 heures. Votre chambre, elle est rangée. On y va, tout le monde se motive. Et non, il n'y a pas de non, on y va, on bouge. Ça, c'est le leader dominant. Il veut un oui et il va faire bouger pour avoir son oui. Après, on bascule dans le leadership abusif, qui est très souvent utilisé, hein, mais qui est à proscrire, si on peut. Où là, c'est quand on devient trop dominant, ça veut dire qu'on ne prend plus du tout en compte les réponses des autres, ou on est complètement hors contexte. Hein. Ou alors, c'est les personnes qui sont en leadership dominant, mais qui perdent le contrôle de leurs émotions. Donc, ils vont basculer dans la colère, dans l'énervement. Là, on bascule très vite dans une forme de leadership abusif. Ce qui est important aussi, quand on pratique comme ça ce leadership, c'est le timing. C'est quelque chose que les gens qui travaillent avec les chevaux connaissent certainement très bien. Quand c'est que je demande, quand c'est que j'arrête de demander. Hein. Les chevaux, ils sont extrêmement sensibles à ça. Vous avez vu sur les photos des juments qui disaient à l'autre, tu viens pas manger les granulés, elle fait un pas en arrière, OK. Elle continue pas à pousser. Hein. Et avec les humains, c'est la même chose. On met en route quelque chose, si on sent que le mouvement il se met en route, on lâche. Après, si on voit que tout s'écroule, bon, ben, alors on redonne une petite impulsion. Mais l'idée, c'est de ne pas porter les autres. C'est de motiver, de faire bouger, de mettre en mouvement. Et puis ensuite, ben, c'est leur responsabilité à eux
de continuer le mouvement. Hein. Je vais redonner une impulsion s'il faut. Moi, je vois beaucoup de gens, par exemple, quand ils travaillent leurs chevaux, ils demandent le trot, et le cheval est au trot, et c'est hop, on continue de faire bouger la badine, on continue. Non, je t'ai demandé le trot, tant que je te demande rien d'autre, t'es au trot. Hein? C'est vrai. Et ça allège beaucoup les chevaux, ça les rend très légers dans le travail, et ça allège aussi les équipes, ça allège les familles. Quand chacun prend lui-même en charge sa mission et qu'on ne doit pas comme ça soutenir et porter tout le temps. Donc, le timing, vraiment, c'est quelque chose de très important. Se rappeler aussi que chez les chevaux et dans le leadership non prédateur, on se prend en compte soin, on prend en compte le groupe et on prend en compte l'environnement, tout le temps. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est important, qu'on n'a pas forcément comme ça l'idée de faire naturellement nous les humains, mais c'est vraiment important, on n'est pas tout seul, on est moi, on est un groupe, on est un environnement, on est une situation. Et aussi quelque chose que j'avais envie de vous dire, c'est que très souvent, je vois des personnes qui vont confondre la volonté de faire quelque chose puis la capacité à le faire. Ça, c'est beaucoup avec les chevaux. Il connaît très bien cet exercice, il se fout de ta gueule, voilà, mais quel flemmard, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a, voilà. C'est aussi souvent avec les humains. Hein. On a un collègue, il connaît très bien ce travail, ça doit être fait en 2 heures, il n'est même pas à la moitié, voilà. Alors, je ne dis pas, chez les chevaux, c'est quand même beaucoup plus rare. Chez les humains, ça peut arriver que ça soit aussi un manque de motivation ou de volonté. Mais très souvent, il y a une impossibilité, comme un manque de capacité. Parce que physiquement, parce que mentalement, parce que moralement, à ce moment-là, c'est difficile pour la personne de faire les choses. Ou c'est difficile pour le cheval de faire les choses. Oui, il sait le faire. Mais peut-être que ce jour-là, il a des douleurs, peut-être que ce jour-là, il s'est passé quelque chose dans son troupeau, s'il a la chance d'en avoir un, qu'il est inquiet, donc il a de la peine à se connecter aux humains. Donc, si on met tout de suite l'idée que c'est un manque de volonté, que ce soit pour les chevaux et les humains, on perd très vite la confiance, la personne avec qui on est en train de travailler. Il faut aussi voir, par exemple, si des enfants, ils auraient été élevés de manière très libre, comme ça, où ils pouvaient faire un peu les choses comme ils voulaient, et tout d'un coup, les parents, ils sont débordés, et puis, alors maintenant, on va commencer à poser un cadre. Tu as 10 ans, tu es capable de faire ta chambre, maintenant, vas-y. Bien sûr, il a 2 bras, 2 jambes, l'enfant. Il est capable physiquement de le faire, mais mentalement, moralement, laissez-lui juste, faites les choses progressivement, laissez-lui le temps de s'adapter parce qu'il ne pourra pas tout d'un coup se retrouver dans un cadre extrêmement fermé, alors qu'avant, il n'y en avait pas du tout. Hein. Donc, ce n'est pas parce qu'il est flemmard et puis que maintenant qu'on lui met un peu de pression, non, c'est juste que dans son mental et son moral, il n'est pas capable de faire ça pour le moment. Parce que si on met trop vite sur la volonté, on perd aussi la confiance. En tout cas, de mon expérience. Ensuite, la suivante, qu'est-ce que c'est? Ah voilà, c'est moi ce que je propose. Ce que je propose avec les chevaux, c'est la thérapie. Donc ça, je la propose en cabinet et aux côtés des chevaux. La thérapie, c'est quand les gens viennent me voir avec une difficulté, avec une souffrance, avec des schémas qui se répètent, avec voilà, vraiment une difficulté de vie. Et puis, bien sûr, on peut tout à fait travailler en cabinet, mais je propose aussi qu'on le fasse aux côtés des chevaux. Parce que le cheval, comme je l'ai dit, il va donner des réponses pour lui-même, mais souvent, ces réponses, elles vont être très percutantes pour lui-même. Et souvent, avec les chevaux, les humains, ils ont comme ça des choses qui s'ouvrent en haut de leur compréhension qui est quand même assez magique. Je ne veux pas trop vous donner d'exemples parce que ça fait déjà longtemps que je parle, mais si jamais je peux vous en parler après. Après, il y a aussi tout ce qui est le coaching. Alors là, on va beaucoup travailler les rôles, le leadership, quelle couleur quel rôle j'ai le plus investi, pourquoi j'aime mieux utiliser une forme de leadership passif que de leadership dominant. Hein. Et pour ça, je vais demander aux gens de se mettre en mouvement avec les chevaux. Donc là, on demande quelque chose au cheval de faire quelque chose avec nous et on regarde un petit peu ce qui se passe. Ce coaching, il peut se faire en individuel, comme il peut se faire en couple, en groupe, en entreprise aussi. J'ai aussi des entreprises qui viennent
pour la cohésion d'équipe, pour comment fonctionne l'équipe, comment je fonctionne dans le groupe, qui prend le leadership. Ce n'est pas toujours les plus haut placés dans la hiérarchie. Donc, c'est des choses très intéressantes qu'on peut découvrir aux côtés des chevaux. Et puis, je crois qu'on continue d'apport. Oui, voilà, on est à la conclusion. Donc, moi, ce que j'avais aussi encore à cœur de vous dire, c'est que pour moi, le cheval, c'est pas un thérapeute, c'est pas un miroir. Le cheval, c'est un cheval avec toutes ses compétences de chevaux, avec la grande sagesse qu'habite ce peuple, mais j'aurais pas envie de leur faire porter ce rôle-là. Je trouve que c'est une trop grande attente, une trop grande charge pour eux. Par contre, moi, je les vois plus comme des phares. De par qui ils sont, de par cette connexion qu'ils ont en permanence avec eux, avec les autres individus, chevaux humains qui sont près d'eux, avec l'environnement, avec toute cette sagesse, ce peuple cheval qui est là depuis très très longtemps sur cette terre. Moi, je les vois vraiment comme des phares à la lumière desquels on peut s'éclairer. Ils peuvent nous montrer le chemin d'un leadership non prédateur ou d'autres chemins qu'on peut découvrir à leur côté. Et cette lumière-là, ils l'ont, et profondément, je suis convaincue qu'elle fait du bien aux humains, mais juste parce qu'ils sont des chevaux, pas parce qu'ils sont thérapeutes ou qu'ils sont tous les titres qu'on veut bien leur donner. Alors voilà, on va ouvrir à tout le monde.